Partir à l'étranger pour ses études ou pour son premier emploi est de plus en plus courant. On planifie parfois de rester seulement 1 an et puis une rencontre professionnelle ou amoureuse nous pousse à chambouler tous les plans. De quoi poser des questions, notamment en ce qui concerne la fiscalité pour les parents qui se demandent ce qui va bien pouvoir se passer. Est-ce que ça va impacter ma résidence fiscale ? Le détachement de mon enfant est-il obligatoire quand il part à l'étranger ? On va répondre à toutes ces interrogations grâce à Bertrand Cosson, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la Banque Transatlantique et spécialiste des questions internationales. Bertrand Cosson, bonjour. Bonjour Lucien. Pour entrer en matière, le départ de l'enfant à l'étranger signifie-t-il nécessairement le départ du foyer fiscal ? C'est une très bonne question et non, pas du tout. Le départ d'un enfant à l'étranger, vous le savez peut-être, il y a un certain nombre de critères de résidence fiscale qui s'appliquent à la fois aux parents mais également à l'enfant. Les critères français, éventuellement les critères de la convention fiscale qui s'applique entre la France et le pays d'accueil. Et donc dans ce cadre-là, on peut souvent raisonner, en tout cas du point de vue français, que le séjour d'un enfant à l'étranger est quand même une circonstance un petit peu exceptionnelle qui fait que globalement, pour retenir cette notion-là, son foyer reste en France et donc globalement qu'il peut rester résident fiscal français. C'est en pratique souvent la plupart des situations qu'on voit avec nos clients, en tout cas pour des départs pour les études à l'étranger. D'accord, et je comprends là qu'il y a un caractère exceptionnel que vous soulignez. Est-ce que si on fait 3 ans d'études, c'est toujours exceptionnel ? Et puis peut-être pour aller encore plus loin, si on a un changement de plan, à partir de quel moment on peut considérer qu'on est obligé de se détacher fiscalement et puis de s'établir fiscalement dans un autre État. Oui, c'est vrai que la bascule n'est pas toujours évidente à déterminer. Ça peut être une question de nombre d'années d'études, mais pas forcément. Parce que nous, on a quand même beaucoup d'enfants de clients qui vont faire des études plutôt longues à l'étranger, des fois 5 ans, par exemple, 5 ans aux États-Unis, un cursus, on va dire, complet d'études supérieures. Et pour autant, ils peuvent tout à fait rester résidents fiscal français et rattachés au foyer fiscal de leurs parents. On va dire que les circonstances, ce serait plutôt une fin d'études avec un début de contrat de travail. Là, c'est vrai qu'on peut basculer peut-être dans une résidence fiscale sur place si on termine ses études et qu'on commence véritablement à travailler. Ça peut être aussi, pourquoi pas, en effet, vous le disiez dans l'introduction, une rencontre amoureuse qui fait que on a envie de s'établir, pourquoi pas de se marier à l'étranger, donc de créer finalement, là, pour le coup, son propre foyer fiscal, et donc peut-être là, pour le coup, d'être devenu non-résident fiscal de France, et donc plus rattaché au foyer de ses parents. Et quelles sont les conséquences de ce changement de résidence ? Alors on imagine qu'en fonction du pays, les conséquences diffèrent, mais peut-être que certaines sont communes. Oui, alors c'est vrai qu'il y a déjà des conséquences éventuelles du point de vue français. C'est vrai que tant que l'enfant reste rattaché fiscalement en France, les parents bénéficient des demi-parts ou en fonction du nombre d'enfants d'une part de quotient familial. La contrepartie, c'est que si l'enfant a des revenus, ils doivent être redéclarés en France, même si c'est parfois des revenus qui sont de sources étrangères. Mais on peut très bien imaginer un salaire à l'étranger, à la fois ayant subi une imposition sur place, mais qu'on doit redéclarer en France, puisque c'est vrai qu'un enfant, il est aussi soumis à une fiscalité sur ses revenus mondiaux. Donc ça, c'est quand on est résident français. Et donc ça, même s'il paye de l'impôt dans le pays où il exerce son activité, il a quand même des obligations déclaratives en France. Tout à fait. C'est vrai que la plupart du temps, même en présence d'une convention fiscale, la plupart du temps, un résident français doit redéclarer ses revenus mondiaux et souvent avec un crédit d'impôt, soit par rapport à l'impôt qui a déjà été payé à l'étranger, soit ce qu'on appelle dans notre jargon le crédit d'impôt égal à l'impôt français qui en fait neutralise l'impôt sur ce type de revenus. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faut les déclarer. Je nous interromps une seconde. Merci encore une fois de nous suivre. Les compteurs montent à chaque nouvel épisode et ce sont les prochains invités qui vous remercient. Un geste simple pour amplifier ce mouvement est de nous laisser une note 5 étoiles sur votre lecteur de podcast préféré pour remonter dans les classements. Nous continuerons ainsi à diffuser les outils dont chacun de nos invités nous parle. Donc merci et retour au direct. Au niveau si on reprend quelques pas en arrière, parce que là on était presque chronologique, mais on va rompre la chronologie pour retourner dans ce moment où on a un enfant qui part à l'étranger, est-ce qu'il y a des
des crédits d'impôt ou des avantages qui permettent aux parents d'aider leurs enfants qui partent à l'étranger, qui parfois ont un coût de la vie, on parlait des États-Unis tout à l'heure, exorbitant. Ouais. Oui, disons que c'est vrai que en droit fiscal français, le fait d'être rattaché fiscalement au foyer de ses parents empêche la déduction de pension alimentaire, en tout cas de déduction de train de vie. Donc on considère que globalement, c'est un petit peu l'un ou l'autre. Soit on rattache son enfant fiscalement et on ne déduit pas de pension alimentaire, soit éventuellement on le détache fiscalement et on va pouvoir déduire une pension alimentaire, mais qui est concernant, puisqu'en général on parle plutôt d'enfants quand même majeurs, c'est-à-dire qu'on va dire qu'ils ont fait leur scolarité, leurs 18 ans globalement en France, et ils partent majeurs à l'étranger, et donc là cette déduction fiscale de toute façon sera limitée du point de vue français à un petit peu plus de 6 000 euros par enfant. Donc vous voyez, de toute façon, cette déduction fiscale, elle existe, mais elle est limitée et elle ne s'applique en effet que si on a détaché fiscalement l'enfant de son foyer fiscal. D'accord. Et l'une des complexités que les contribuables connaissent, puisque chaque année, ils doivent remplir, s'ils ont des comptes à l'étranger, des déclarations, les revenus à l'étranger sont également déclarés de façon particulière. Quels sont les éléments à considérer quand on a un enfant qui part justement à l'étranger, qui potentiellement peut-être ouvrira un compte en banque là-bas, on va devoir lui transférer de l'argent. Comment ça se passe en pratique ? Je suis content d'être avec un banquier pour pouvoir nous éclairer. Déjà, il va falloir en effet souvent ouvrir un compte localement. Et donc là, ça va être plus ou moins facile selon les pays. Parce qu'il y a certains pays qui demandent des fois un historique de compte pour ouvrir un compte dans ce pays. Donc ça va déjà, on va voir si c'est plus ou moins facile d'ouvrir un compte dans ce pays. Si jamais ce compte a été ouvert, en effet, si l'enfant il est rattaché au foyer fiscal de ses parents, il est résident français, il a une obligation, comme ses parents, si je puis dire, de déclarer les comptes à l'étranger. Si on ne le fait pas, il y a des amendes qui sont prévues. Donc en effet, il va avoir cette obligation déclarative. Et si jamais, comme je disais tout à l'heure, il a des revenus d'activité à l'étranger, il devra les redéclarer. Si éventuellement il a des revenus sur ce compte, par exemple, parce que ça produit un petit peu des intérêts, si on a placé des sommes sur ce compte, là aussi il devra déclarer ses intérêts. Et la plupart du temps, ça nécessite aussi une déclaration spécifique, qui est la déclaration 2047. Et donc il y a une déclaration un petit peu complexe à remplir, notamment la première année. Oui, et puis on imagine que les établissements étrangers n'ont pas les mêmes obligations que les établissements français sur le plan notamment des IFU, et que par conséquent, on ne va pas forcément avoir, même dans notre pré-rempli, déjà les montants indiqués. Il va falloir faire un petit peu ses devoirs. Oui, c'est une très bonne remarque, parce qu'en effet, il va falloir refaire sa fiscalité à l'étranger, dire si j'ai reçu des intérêts, je vais falloir que je la mette dans la case intérêts, si éventuellement j'ai reçu des dividendes ou j'ai fait le cas échéant des plus-values. Voilà, après évidemment, si c'est un compte uniquement de dépôt, compte courant sans revenus, sans plus-value, a priori, ça simplifie l'aspect déclaratif, mais il faudra quand même le déclarer en tant que compte à l'étranger. D'accord. Au-delà des aspects déclaratifs de l'impôt sur le revenu, on sait que l'étranger, ça signifie aussi, si on devient résident pour le coup, que sur le plan des donations, sur le plan peut-être de la succession, si malheureusement on vient à décéder alors qu'un de nos enfants est à l'étranger, ça pourrait avoir des conséquences. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur ce sujet ? Donc là, ça a des conséquences, mais finalement, en pratique, relativement limitées. Parce que si les parents sont restés résidents français et qu'il arrive quelque chose aux parents, globalement, c'est la fiscalité française qui va s'appliquer. Qu'on fasse une donation, d'ailleurs, ou qu'on subisse une succession, c'est globalement la fiscalité française qui va s'appliquer. Donc le fait que l'enfant il soit parti dans un autre pays, globalement, la fiscalité française va s'appliquer. Par contre, il y a quand même une question, parce que les États sont rares, mais ça peut arriver. Certains États taxent celui qui reçoit, donc le donataire ou l'héritier. Donc là, il faut faire attention avec ces États, de pas qu'il y ait une double imposition qui pourrait s'appliquer pour l'enfant. Voilà, mais c'est relativement rare quand même en pratique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur les aspects donation-succession, si les parents restent résidents français, c'est la fiscalité française qui va dominer. D'accord, et de la même façon, on imagine si ce sont les grands-parents qui veulent sauter une génération éventuellement lors d'une donation ou lors d'une succession aussi. Ça sera le même raisonnement, c'est globalement la fiscalité française, mais quand même,
Voilà, si l'enfant est résident fiscal au sens en tout cas des droits de donation et des droits de succession, parce que c'est vrai que c'est aussi un point d'attention, c'est que dans certains pays, on n'a pas la même définition de la résidence fiscale selon les impôts. Alors que nous, en France, on a globalement la même définition de la résidence fiscale. Mais par exemple, aux États-Unis, on peut être résident fiscal pour l'impôt sur le revenu, mais ne pas être résident fiscal pour l'application des droits de donation ou de succession. Donc dans ce cas-là, on imagine qu'en tant que contribuable, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, que même si ChatGPT sait lire les conventions fiscales de façon très approximative, ça, c'est peut-être pas de nature pour l'instant, en tout cas. Comment on fait est-ce qu'il faut avoir un conseil local qui nous explique les choses, ou est-ce qu'un conseil français aussi peut nous assister? En règle générale, c'est bien déjà de voir en effet un conseil français qui connaît la matière internationale, donc ça peut être évidemment un notaire, un avocat, un banquier qui a aussi l'habitude de ce genre de situation pour déjà, on va dire, dégrossir les sujets. Et en règle générale, sauf si le pays est vraiment très simple fiscalement, c'est quand même bien d'avoir en effet un conseil local, en tout cas si on veut prendre la résidence sur place, si en tout cas on a aussi des opérations patrimoniales qui vont avoir lieu entre les parents ou les grands-parents et l'enfant ou le petit-enfant concerné. Parfois, quand on est en France, quand on est dans une situation 100% française, on a intérêt à détacher un de ses enfants parce que le plafonnement du quotient familial fait que la déduction de la pension est plus intéressante qu'à l'étranger. Enfin, que si on le gardait dans le foyer fiscal. Est-ce que vous avez parfois ce même raisonnement quand l'enfant part à l'étranger, ou est-ce que les complexités liées à la résidence étrangère font que finalement on s'assoit sur cet impôt et que voilà. C'est vrai qu'il y a moins ce genre en tout cas de questions et de réflexes de nos clients. C'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt un rattachement fiscal qu'on voit. Après, il faut quand même étudier à la fois du point de vue français, c'est ça qui est des fois un petit peu plus difficile, c'est qu'il faut quand même étudier du point de vue français, mais éventuellement aussi du point de vue local. Pour, par exemple, si on déduit une pension, est-ce qu'elle est imposée localement? Est-ce que ça crée un revenu pour l'enfant qui perçoit cette pension? Par exemple, on imagine la prise éventuellement des frais de scolarité qui peuvent être très importants dans certains pays. Est-ce que ça, c'est considéré comme un revenu éventuellement pour l'enfant, ou au contraire, c'est on va dire du train de vie alimentaire, et donc c'est pas un revenu au sens fiscal. Donc c'est vrai que là, il y a quand même une petite complexité supplémentaire en prenant en compte la fiscalité du pays de résidence. Est-ce que pour terminer cet échange sur l'expatriation d'un enfant, par hypothèse temporairement, mais comme on l'a vu, ça peut durer un petit peu plus longtemps, vous pourriez nous donner un exemple d'un cas peut-être que vous avez eu dans votre pratique, d'une bonne planification, j'ai envie de dire, de cette expatriation, avec les différents éléments auxquels les contribuables, à la fois les parents mais aussi les enfants, doivent ou devraient penser avant de partir? Très bonne question. Alors, je vais essayer de prendre un exemple, parce que nous, on travaille beaucoup sur les aspects franco-américains. Prendre un exemple, justement, avec les États-Unis. Globalement, les règles fiscales américaines font que lorsqu'on étudie, quand on a un visa, justement, étudiant aux États-Unis, on ne prend pas, justement, la fiscalité personnelle des États-Unis. Donc, on n'est pas considéré comme résident fiscal américain. Mais ça, ce n'est valable, à ma connaissance, que 5 ans. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, on n'est pas considéré comme résident fiscal américain, mais dès qu'on est justement dans la 6e année, on va être considéré comme résident fiscal américain. Et résident fiscal américain, ça implique beaucoup de conséquences, notamment bien sûr sur l'impôt sur le revenu, mais aussi sur les obligations déclaratives qui sont nécessaires, parce que eux aussi, lorsqu'on est résident américain, il faut déclarer les comptes à l'étranger, un certain nombre de choses, les sociétés qu'on pourrait contrôler familialement. Par exemple, on a des fois le cas de figure d'enfants actionnaires minoritaires du groupe familial. Et le fait qu'ils se retrouvent résidents américains peut avoir quand même des conséquences pour eux, pour la déclaration de ces participations familiales. Donc ça veut dire que quand on voit qu'un enfant va aller sur ce délai de 5 ans, il faut avant quand même ce délai se poser justement des questions. Est-ce qu'il y a des remaniements patrimoniaux éventuellement à faire avant de devenir, on va dire, US personne au sens fiscal?
Et je profite de l'occasion de l'exemple américain, parce qu'on sait que les banques ont toujours une petite case « Êtes-vous résident fiscal américain ?» Puis quand on la coche, généralement, on a beaucoup de difficultés. Est-ce que le fait de devenir résident fiscal américain nous crée ces mêmes difficultés en France ? Oui, va aussi créer des difficultés, notamment sur l'aspect, alors pas forcément fiscal pur, parce que le fiscal, on peut toujours le régler entre la France et les États-Unis, mais sur les questions réglementaires qui font qu'il y a un certain nombre de contraintes sur les personnes qui deviennent US personnes, notamment on ne peut pas leur faire du conseil financier sans rentrer justement dans un cadre réglementaire très précis. Et donc ça peut en effet faire que, en pratique, certaines personnes qui deviennent justement US personnes, on leur demande parfois de ne plus avoir de compte en France, par exemple. Alors c'est vrai que nous, à la Banque Transatlantique, on est un petit peu plus conciliant, en tout cas au cas par cas, pour pouvoir accepter des enfants qui seraient US personnes. On comprend dans le nom de la banque qu'effectivement c'est dans l'ADN d'avoir ces relations transatlantiques. Exactement. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les parents les dirigeants peut-être qui nous ont écoutés et dont un enfant part peut-être en septembre prochain ? Oui, voilà quelques mots. C'est que là on a surtout parlé de fiscalité parce que c'est vrai que c'était le prisme de l'interview, mais il y a évidemment beaucoup d'autres points à regarder. Évidemment, avant le départ, tout ce qui est visa d'immigration, si on part notamment hors Union européenne, de voir évidemment comment ça se passe, sachant qu'en effet il y a plusieurs visas parfois selon les pays, de vérifier bien évidemment toute la partie aussi couverture sociale. Dans ce cadre-là, est-ce que l'enfant il va être socialement là aussi rattaché finalement à la sécurité sociale de ses parents ? Est-ce qu'il va devoir avoir sa propre sécurité sociale ? Là, ça va aussi dépendre. Est-ce qu'il va avoir un travail sur place ou est-ce qu'il va être purement étudiant ? Ça va dépendre aussi s'il part dans l'Union européenne ou pas, puisque comme on a un régime d'harmonisation dans l'Union européenne, en principe, si on part dans l'Union européenne, on va quand même avoir un système beaucoup plus simple, ce qui est moins le cas si on part hors Union européenne. Donc voilà des points d'attention, et puis évidemment, si l'enfant a 18 ans, c'est peut-être un peu moins vrai, mais quand même des points éventuellement juridiques. Si l'enfant est marié, par exemple, c'est déjà un grand enfant qui s'est marié, est-ce que le fait de changer de résidence, est-ce que ça peut avoir un impact, par exemple, sur le contrat de mariage ? Et ça c'est vraiment fort à propos d'en parler, puisque ce sera l'objet dans notre prochain épisode de discussion, puisque nous évoquerons les sujets d'expatriation, non pas d'un enfant, mais personnel. Et justement, le contrat de mariage sera un de nos sujets, donc pour ceux qui se posent la question, il faudra écouter le prochain épisode. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci beaucoup pour l'interview. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager cet épisode à une personne que vous connaissez qu'il pourrait aider. De mon côté, je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine interview. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la newsletter simplement pour être mis au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. C'est sur le-family-office.fr, bien sûr avec family avec un seul L, puisque contrairement aux Français, les Anglais n'ont mis qu'un seul L à family. Voilà, et bien je vous remercie encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain.